Bonjour à toutes et tous et merci d'être avec nous. On est vraiment ravis de vous retrouver pour cette conférence dans le cadre de notre semaine Carbone Zéro. Merci d'être au rendez-vous. Donc, c'est un rendez-vous annuel des enjeux climatiques du groupe ADECO. Vous le savez, les entreprises aujourd'hui sont confrontées à de forts enjeux environnementaux. Chacun, chacune, chaque salarié doit les prendre en compte, agir à son niveau. Les entreprises l'ont parfaitement intégré à leur stratégie. Le thème de la mobilité n'a pas été choisi au hasard. Aujourd'hui, les enjeux de mobilité au sein des entreprises sont majeurs. Sachez que les transports représentent 31% de l'empreinte carbone des Français, avec pour principal responsable, évidemment, le véhicule individuel. C'est une grosse surprise. À l'issue de cette conférence, vous serez donc en mesure de comprendre les enjeux liés à l'utilisation du véhicule personnel. Et bien d'identifier des leviers d'action que nos invités vont vous présenter pour réduire l'impact des déplacements domicile-travail. Vous remarquerez pour l'anecdote que le plateau est 100% féminin. C'est un hasard, mais on est vraiment ravis de vous accueillir, mesdames, pour cette conférence. Alice Tétas, directrice de clientèle Ipsos Public Affairs. Bonjour. Aurélie Chalat, responsable RSE chez Keolis. Céline Rigaud, responsable RSE Crédit Agricole Centre-Est. Et enfin, Cécile Mativet, directrice RSE de notre groupe ADECO. Bonjour à toutes les quatre et merci d'avoir répondu présente à cette invitation. Quelques petites précisions avant de rentrer dans le vif du sujet, vous en avez l'habitude. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat, nos invités pourront y répondre à la fin de cette conférence. Et puis, pour rajouter les sous-titres, vous pouvez les ajouter manuellement sur Teams. On rentre dans le vif du sujet avec quelques chiffres pour prendre un petit peu conscience de l'ampleur du sujet, j'allais même dire du problème. Selon une étude récente de RTE, 90% de la population possède une voiture, 47% au moins de véhicules. On compte en moyenne 1,1 personne par véhicule pour l'ensemble des déplacements de domicile-travail. Ça signifie globalement que chacun va au travail tout seul dans son véhicule. Mesdames, c'est pas un piège parce que je sais que vous avez bien respecté vos engagements. Comment vous êtes venues ce matin? Petit tour de table. Alors moi, je suis venue en train. Cécile? En métro. En transport en commun. Bus, métro et à pied, pour Parfait. finir. Que de bonnes élèves aussi, le métro. Merci pour cette première introduction. Alice, vous avez travaillé sur la mobilité des Français. Vous confirmez les chiffres effrayants, en tout cas concernants, que j'ai partagés il y a quelques secondes? Alors effectivement, on travaille chez Ipsos sur de très nombreuses études sur le sujet de la mobilité, à la fois pour des clients privés, des clients publics. Là, je vais vous citer principalement les chiffres d'une étude que vous avez déjà mentionnée, qui est l'étude qu'on a réalisée pour RTE en avril 2023 sur la consommation énergétique des Français, où il y avait un gros chapitre évidemment sur le sujet de la mobilité. Cette étude, elle est intéressante parce qu'elle a été menée auprès d'un échantillon de plus de 10 000 personnes, ce qui nous permet d'avoir des analyses extrêmement fines selon les différentes sous-catégories de population. Donc je pourrais y revenir. Je vais aussi vous citer quelques chiffres d'une étude qu'on réalise très régulièrement pour l'AVER, qui est l'association qui travaille sur le développement du véhicule électrique en France. Donc voilà, et toutes ces études sont publiées. Donc si vous voulez aller plus loin et retrouver les résultats, tout ça est publié sur le site d'Ipsos. Donc comme vous le disiez, effectivement aujourd'hui on a la quasi-totalité des Français qui possèdent un véhicule personnel. On est à 90% environ. Et dans un foyer sur deux, quasiment, il y a 2 véhicules ou plus. Alors ça c'est une chose, et l'usage de ces véhicules, il est extrêmement régulier, extrêmement fréquent. Aujourd'hui, la quasi-totalité de ceux qui possèdent un véhicule l'utilisent plusieurs fois par semaine, et plus d'une personne sur 2 l'utilise tous les jours, ou presque, c'est 54% environ. Les Français, ils font en moyenne une trentaine de kilomètres en voiture individuelle chaque jour. Voilà pour donner un peu une idée des ordres de grandeur. Après, il y a évidemment des différences qui sont importantes selon les différentes catégories de population. Alors, sans grande surprise, ceux qui utilisent le plus leur voiture sont les actifs, beaucoup plus que les inactifs, ça c'est pas une surprise. Souvent, ce sont aussi les plus précaires. Par exemple, les ouvriers, il y a un usage de la voiture individuelle qui est plus important, ce qui tient surtout au fait de la localisation de leur lieu de travail, et donc ils n'ont pas forcément le choix. Et puis, ce ne sera pas une surprise pour vous aussi, plus on habite dans de petites agglomérations, voire en milieu rural,
plus on est dépendant de sa voiture et on l'utilise. Après, ça ne veut pas dire que tout est noir ou tout est blanc d'un côté. On a aussi des cadres qui sont plus d'1 sur 2 à utiliser leur véhicule individuel tous les jours ou presque. En Île-de-France, on a plus d'1 personne sur 3 qui utilise son véhicule tous les jours ou presque. Donc ce n'est pas tout noir d'un côté, tout blanc de l'autre. Voilà, il y a ces nuances qu'il faut prendre en compte. Après, il y a une vraie volonté aussi de réduire son impact écologique, d'avoir un impact positif sur la qualité de l'air aussi. C'est quelque chose qui existe chez les Français, qui est vraiment présent, même si quelque part, ils pensent aussi, on y reviendra, que ce n'est pas qu'à eux de faire des efforts individuels, c'est aussi à l'État, aux entreprises, etc. Mais cette volonté, elle est là. Après, cette volonté, elle va aussi se confronter à des réalités de terrain. Donc, je commençais à l'évoquer, mais il y a des réalités de terrain qui sont importantes. Donc aujourd'hui, dans ce contexte-là, il y a à peu près 1/3 des Français qui nous disent qu'ils veulent réduire leurs déplacements. On en a 1 sur 2 qui nous dit « moi j'ai déjà fait la part du boulot, j'ai déjà réduit mes déplacements et je ne pourrais pas aller plus loin ». Et on en a un petit quart qui nous disent « moi je ne souhaite pas réduire mes déplacements ». Là aussi, il y a des différences entre les Français. Les plus jeunes sont un peu plus prêts à faire des efforts. En milieu urbain aussi, quelque part, ceux pour qui c'est le plus facile nous disent un peu plus que, bah oui, ils sont prêts à faire des efforts. Maintenant qu'on a dit ça, même pour ceux qui sont prêts à s'engager pour réduire leurs déplacements, environ 1 sur 2 nous dit, malgré tout, c'est difficile. C'est un investissement qui est difficile. Je veux bien le faire, mais voilà, c'est quelque chose qui n'est pas simple à mettre en place. Merci. Céline, au Crédit Agricole, vous accompagnez les individus vers leur transition en termes de mobilité en les incitant à renoncer à la propriété de leur véhicule, donc, et en misant plutôt sur le partage de ce bien et de son usage. Comment est-ce que ça se matérialise concrètement ? Alors déjà, je voudrais aussi resituer le Crédit Agricole. Crédit Agricole Centre-Est, c'est 3000 collaborateurs, c'est un peu plus de 1400 administrateurs, parce que nous sommes une coopérative. Donc on a aussi l'intérêt des administrateurs sur ces sujets-là. Et c'est 1 300 000 clients qu'on accompagne dans le Rhône, l'Ain, la Saône-et-Loire, Nord-Drôme, Nord-Isère et Nord-Ardèche. Et aujourd'hui, les politiques mobilité, elles ne peuvent pas éviter la solution de la voiture. Alice l'a évoqué tout à l'heure, il y a des sujets de ruralité. Donc l'idée, c'est bien de trouver des usages différents. Par exemple, la location en fonction de mes besoins. Le lundi, j'ai besoin d'une Zoé. Et le week-end, j'ai besoin peut-être d'une familiale qui sera plus adaptée à mes besoins. C'est aussi bien évidemment de l'autopartage. C'est une réalité incontournable. Et c'est pour le groupe Crédit Agricole, il faut s'adapter. Et ça sera une vingtaine de services autour de la voiture, de l'automobile, qui seront proposés d'ici 2026 à l'ensemble des clients et du groupe Crédit Agricole. Voilà. Merci. Et pour les personnes qui n'y arrivent pas ou qui ne peuvent pas renoncer à la propriété de leur véhicule, comme on l'évoquait tout à l'heure, vous avez tout un pan d'action complémentaire pour lutter contre un mot alors que j'ai découvert, l'autosolisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que veut dire en fait ce néologisme, le néosolisme ? L'autosolisme, c'est surtout d'être seul dans sa voiture sans passager. Et pour moi, il y a des outils d'incitation financière, comme par exemple le forfait mobilité durable, qui est en place au Crédit Agricole, où on a un autre dispositif qui est très apprécié, qui est le prêt d'un vélo électrique à titre gracieux pendant 1 an. Ce dispositif est plutôt bien accueilli par les collaborateurs. Il a fait d'ailleurs l'objet d'un reportage. Je crois qu'on va vous mettre à disposition le lien sur le chat. Le collaborateur profite de cet essai de vélo pendant 1 an et il peut le racheter à moindre coût au bout d'1 an après avoir essayé. Je crois beaucoup au test and learn. Et voilà. Merci beaucoup. Aurélie, vous êtes donc chez Keolis qui concerne donc la métropole lyonnaise et vous êtes notamment exploitant du réseau des transports en commun lyonnais, métro, bus et tramway. Est-ce que vous constatez vous aussi cette adoption difficile des transports en commun et surtout, comment est-ce que vous faites pour faciliter leur adoption ? Alors, effectivement, Keolis exploite le réseau TCL, donc les transports en commun lyonnais. Alors, je vais vous donner quelques chiffres. Le réseau TCL, aujourd'hui, c'est plus de 500 000 abonnés et c'est pratiquement 2 millions de voyages quotidiens qui sont réalisés sur le réseau. Et ça, c'est historique. C'est un vrai record, même qui n'existait pas avant la crise sanitaire. Donc, on observe quand même une mutation de l'autosolisme, pour reprendre les termes, vers les transports en commun. Comment est-ce qu'on fonctionne et surtout, comment est-ce qu'on arrive à sensibiliser et à conquérir des nouveaux clients ? Donc, par exemple, on va aller à la rencontre justement de ces personnes dans les quartiers, donc des quartiers prioritaires, pour venir présenter les offres de transport du réseau TCL. On va aller dans les entreprises
pour essayer d'organiser des événements. Donc, un exemple, c'est le mois sans ma voiture. Et donc là, l'idée, c'est qu'une personne lambda abandonne sa voiture pendant un mois et on l'aide à planifier l'ensemble de ses déplacements pour essayer justement de prendre des nouvelles habitudes. On va également à la rencontre des étudiants dans les universités. On organise des stands universitaires et on a également une agence mobile qui vient à la rencontre de ces personnes pour souscrire aux abonnements directement sur place et que les personnes puissent repartir avec leur carte de transport qui soit valide. Donc nous, on a une véritable mission de service public, c'est bien de justement favoriser le report modal, donc des personnes qui sont seules dans leur voiture, vers les transports en commun, mais également vers les autres acteurs de la mobilité, par exemple comme les vélos ou la marche à pied. C'est vraiment une approche globale. Merci beaucoup. Cécile, nous, chez TAG, chez Ziad Ecogroup, est-ce que les solutions qu'on propose, elles permettent aussi cet usage multimodal ? Oui, bien sûr. Si on regarde la structure de notre groupe, donc pour mémoire, 3 entités principales qui fonctionnent de façon parfois différente, plus de 1000 implantations différentes sur le territoire. Donc on ne peut pas proposer une solution unique, on l'a bien vu avec Alice, une solution unique de mobilité pour tous nos collaborateurs, mais on doit avoir une large palette de possibilités. Et donc, c'est comme ça qu'on a conçu notre stratégie de mobilité durable. D'abord, et vous l'évoquiez, Céline, on a nous aussi mis en place un forfait mobilité durable qui fonctionne dans la majorité des entités du groupe. Le forfait mobilité durable, pour rappel, c'est un dispositif législatif qui soutient les salariés dans leur déplacement entre le domicile et le travail et qui a été mis en place en mai 2020. Nous, dans le groupe, on propose une allocation de 500 € de mobilité douce qui est portée à 650 € quand il s'agit des transports en commun. On a 5000 collaborateurs qui ont été invités à utiliser cette solution, à peu près 4000 contrats actifs, et les dépenses se répartissent à 80% pour les transports en commun et à 20% pour la mobilité douce. On propose aussi ce qu'on appelle le crédit mobilité. C'est la possibilité offerte aux titulaires d'une voiture de fonction de renoncer en tout ou partie à leur voiture, de choisir éventuellement une voiture plus petite, moins émissive, et d'avoir en contrepartie une allocation qui leur permet de choisir de la mobilité douce. Il y a d'autres initiatives dans certaines BU, par exemple une allocation pour l'utilisation des vélos chez LHH ou la prise en charge à 100% des transports en commun chez Modis. En fait, on se rend bien compte que pour certaines catégories de collaborateurs, comme Alice vous l'évoquiez, la renonciation à son véhicule personnel n'est pas possible en raison des contraintes liées à leur métier. Je pense aux populations commerciales, par exemple, mais aussi aux contraintes liées à leur lieu d'habitation et à l'équipement des territoires. Il y a une allocation vélo aussi. Oui, chez LHH. Oui, c'est ça, parce que nos 3 Global Business Units proposent aussi des fonctionnements différents. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, Cécile. Fin de cette première partie, vous l'aviez compris, consacrée à l'utilisation du véhicule personnel. On a commencé à proposer des pistes chez vos entreprises respectives. On va continuer à découvrir ensemble les moyens de convaincre les usagers que nous sommes de changer leurs habitudes. On se retrouve dans quelques secondes. De retour dans cette conférence, merci d'être avec nous pour parler des leviers, de leurs limites, comment convaincre les usagers, les salariés de renoncer à leur véhicule personnel. On a vu les solutions proposées pour transformer l'usage de la voiture individuelle, mais est-ce que finalement ça fonctionne, Alice ? Alors, on va le voir, les freins, ils sont assez nombreux, ils sont de différentes natures. Vous avez commencé à évoquer un certain nombre de solutions. Ces solutions, encore une fois, on ne peut pas en parler au niveau global. Il faut mettre un petit peu de granularité, aller voir notamment ce qui se passe selon les différents territoires. Nous, quand on pose la question aux personnes qui sont déjà prêtes à renoncer un petit peu à leur véhicule individuel,
quelle serait l'alternative que vous privilégierez? Ce qui ressort en tête, c'est les mobilités douces. Ça arrive en première position, donc la marche, le vélo. Après, quand on va voir un petit peu dans le détail, les mobilités douces, c'est en tête dans les grandes agglomérations, c'est en tête aussi à Paris, évidemment. Ça arrive seulement en troisième position dans les milieux ruraux ou dans les petites agglos, puisqu'évidemment, voilà, faire 4-5 km à pied, à vélo, c'est une chose, en faire 20 ou 30, c'en est une autre. Donc il y a voilà, une première différence ici. Quand on pose la question sur les transports en commun, est-ce que c'est une alternative? Évidemment, en ville, oui, c'est la première alternative. À Paris, c'est la première, de très loin. Dans les milieux ruraux, ça arrive en queue de classement. C'est presque pas une solution puisqu'il n'y en a pas. Donc si on se concentre un petit peu sur ce sujet des milieux ruraux, en fait, les alternatives qui nous sont citées dans les enquêtes qu'on peut faire, il y en a deux. La première, c'est l'optimisation des déplacements. Ça veut dire, je vais optimiser, donc je vais essayer de regrouper les différents déplacements que je dois faire pour limiter mes déplacements au final. Donc c'est la première chose, l'optimisation. Et la seconde, c'est le renoncement, tout simplement. Ça veut dire, je vais renoncer à des déplacements. Donc quand j'ai la chance de pouvoir faire du télétravail, ça contribue à enlever une partie de mes déplacements. Mais en fait, la réalité, c'est que ça va être surtout renoncer à des activités, renoncer à des loisirs, renoncer à des sorties, renoncer à des week-ends. Donc, c'est extrêmement difficile, se priver. Donc, l'investissement, évidemment, il n'est pas le même qu'on soit en ville, qu'on ait des solutions de transport en commun assez évidentes, ou là, puisque l'investissement, c'est vraiment renoncer à ces déplacements, et donc ça a un impact extrêmement fort, que ce soit sur la vie sociale, familiale, culturelle, etc. Donc, voilà, il faut quand même garder tout ça à l'esprit. Il y a de vrais freins qui correspondent à une vraie réalité de terrain. Ouais, profondément ancrés. Voilà. Après, il y a aussi des freins, et on commençait à en parler avec l'autosolisme, etc., qui sont peut-être un petit peu plus symboliques, parfois un petit peu moins rationnels, un petit peu moins dans le dur. On a plein d'études qui montrent aussi que les gens sont attachés à leur voiture. Ils nous disent, ma voiture, je m'y sens bien, c'est confortable. Il y a ça aussi, un vrai attachement qui est un petit peu moins rationnel, un petit peu plus symbolique, qu'il faut quand même prendre en compte, cet attachement, parce que la voiture, pour les Français, c'est encore synonyme de liberté, d'indépendance, de liberté de mouvement, etc. Et de confort aussi. Et de confort aussi, mais cet attachement, il est réel, et je pense qu'il faut parler des freins vraiment réels et y apporter des solutions, mais il faut aussi travailler sur ces freins un petit peu plus symboliques, qui tiennent un petit peu plus du confort, pour une partie de la population qui peut, mais qui dit oui, mais j'aime bien quand même prendre ma voiture tous les matins, c'est aussi un petit sas de déconnexion, etc. Donc il faut aussi travailler sur ces freins-là qui sont importants, même s'ils relèvent du confort. Oui, c'est vrai que qui a pris le métro à Paris ou le RER tôt le matin, à Paris ou ailleurs, d'ailleurs, sait que parfois ça peut être plus confortable. Pourquoi pas de voyager avec un ou une collègue, parce qu'on peut parler aussi du covoiturage, qui pourrait être une solution pour ceux qui ne veulent pas renoncer complètement au véhicule ou qui ne peuvent pas renoncer complètement au véhicule, avec des contraintes personnelles, par exemple après le travail, forcément, les enfants, les activités sportives, vous l'avez évoqué. Comment est-ce qu'on peut aider les salariés, les gens à concilier leurs contraintes du quotidien avec un usage un peu plus responsable de la voiture? Est-ce qu'on a des pistes? Oui, des pistes, vous venez de le dire, c'est le covoiturage par exemple, c'est une belle opportunité. Et comment on prend le... Alors après, on va proposer nos collaborateurs, on vient de créer notre communauté en covoit de Grand Lyon, la communauté Terra Lumia, et l'idée, puisqu'il y aura 1500 collaborateurs sur le site de Champagne au Mont-d'Or, l'idée c'est de les inciter à voyager ensemble. En plus, c'est un vrai moment d'échange et de partage avec des collègues, soit du Crédit Agricole, soit d'autres entités, voire d'autres personnes. C'est un vrai moment, à mon avis, de partage, et pour l'avoir vécu, c'est le cas. Donc il y a ça. Il y a aussi le contexte de hausse du prix des carburants, même si aujourd'hui c'est encore un sujet d'actualité, on envisage des mesures peut-être. Il n'empêche que c'est un vrai sujet dans le budget des collaborateurs et des Français et des particuliers en général. Et du coup, cette hausse de carburant, elle nous permet d'avoir plus d'écoute des collaborateurs. Donc le covoiturage, c'est le moment de le pousser en tout cas. Et je crois beaucoup aussi à l'effet d'entraînement. C'est-à-dire qu'on voit l'autre faire, on en parle au café, on le teste, et souvent on l'adopte, on l'essaye. Donc pour moi, c'est une des solutions. Ça marche bien. Ouais. Cécile, au sein de Ziad Eco Group,
Oui, alors nous aussi, on a eu par le passé plusieurs tentatives de covoiturage et on a été freinés dans notre élan par la pandémie. Et peut-être aussi parce que les personnes, les mentalités n'étaient pas prêtes. On a relancé un nouveau partenariat avec Cletsit, pour ne pas les nommer. Très récemment, en mars pour nos collaborateurs intérimaires et en mai pour nos collaborateurs permanents. Au démarrage, 600 000. Non, ça a très bien marché. Oui, on avait 700 inscrits à peu près. On se heurtait parfois à des réflexions du type on n'a pas suffisamment de trajets disponibles, dans mon environnement, ça n'existe pas, je n'ai personne qui va au même endroit que moi. Donc nous aussi, on travaille sur l'animation de communautés et pour le faire, en fait, on propose à nos clients de créer avec nous des communautés sur les sites volumiques en leur proposant de tester la solution et en leur offrant 1 an de test de cette solution. L'idée étant de multiplier le nombre de trajets possibles et d'agrandir les communautés. Et on lance aussi, on l'a lancé hier, un challenge covoiturage pour créer un peu d'émulation entre les différentes business units pour doper le nombre de collaborateurs inscrits sur cette plateforme. Merci. Enfin, Aurélie. Alors nous, évidemment, on a mis des offres de covoiturage en interne, mais si on réfléchit plutôt au niveau des usagers, en tout cas sur le territoire lyonnais, on essaye vraiment d'offrir une offre de transport qui prend en compte justement les contraintes, mais également les usages responsables. C'est-à-dire qu'avant, on réfléchissait beaucoup avec des trajets domicile-travail. Maintenant, dans la constitution de l'offre de transport, c'est plutôt le trajet domicile-école-travail qu'il faut prendre en compte. C'est aussi peut-être le trajet qui va être domicile, EHPAD, travail, pour aller voir ses plus anciens. Donc on essaye vraiment d'avoir une offre de transport qui, au final, dessert l'ensemble effectivement des sites avec des horaires et des fréquences adaptées. Et donc comment cela, on peut le savoir parce qu'on a en place un certain nombre de mesures, donc la satisfaction de nos usagers évidemment, mais également un observatoire des mobilités qui s'appelle Keoscopie et qui est piloté par le groupe Keolis au niveau national et international, qui nous permet justement d'avoir une idée de l'ensemble des déplacements réalisés. Et enfin, je dirais qu'on travaille vraiment avec les autres acteurs de la mobilité, qui sont justement les applications, par exemple, de covoiturage, le fait de pouvoir prendre une voiture en libre service, les vélos également en libre service. Et ça nous permet d'avoir une offre vraiment multimodale qui va être adaptée à chacun des profils de la métropole. On a bien compris qu'il y a beaucoup de contraintes, mais aussi qu'il faut proposer pour toutes et tous des solutions à la carte. Est-ce que l'idée de limiter son impact environnemental et ses émissions du coup, de gaz à effet de serre, eh bien, est-ce qu'elle peut être aussi une motivation suffisante pour changer chez les salariés, Alice ? Alors, la prise de conscience environnementale chez les Français, elle est là. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Dans toutes nos enquêtes, on voit que le dérèglement climatique, l'environnement, ça fait partie des 2e, 3e préoccupations des Français. En ce moment, ça arrive juste derrière le pouvoir d'achat, évidemment, l'insécurité depuis quelques mois, mais ça fait partie vraiment des préoccupations les plus importantes. Après, la volonté de soi-même s'engager pour réduire son impact individuel, elle est là aussi. On a environ 8 Français sur 10 dans toutes nos enquêtes qui nous disent qu'ils ont aussi envie d'avoir un impact individuel, quand bien même, je le disais tout à l'heure, si on creuse un petit peu, ils nous disent aussi, oui, moi je veux bien faire ma part du travail, mais ça doit aussi venir des entreprises, de l'État, etc. Donc ça, c'est une réalité. Néanmoins, on l'a vu, étant donné les contraintes qui existent, sur ce sujet de la mobilité, ce n'est pas une motivation qui est suffisante. L'environnement, ça peut être une motivation suffisante pour changer ses habitudes de consommation, par exemple, des choses qui sont plus simples à mettre en place. Là-dessus, c'est une motivation qui n'est pas suffisante puisque derrière, il y a des freins qui sont extrêmement forts. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, il faut aussi proposer des solutions. Le travail il est encore long, il faut des solutions qui soient à la fois concrètes, qui soient peu contraignantes surtout. Ça, on le voit dans toutes nos enquêtes. Toutes les solutions qui ne sont pas trop contraignantes pour changer ses habitudes de mobilité, de consommation, etc., elles sont toujours très bien reçues. Mais il ne faut pas qu'il y ait trop de contraintes non plus. Il faut des solutions qui soient adaptées à chacun
Et puis, il faut des solutions aussi qui donnent le sentiment aux Français qu'elles ont un impact, qu'elles sont efficaces, que ça a un vrai impact sur l'environnement, etc. Donc tout ça, c'est long à mettre en place puisque ça passe par des offres, le développement de la mobilité, le développement des transports en commun, etc. C'est des choses qui sont assez difficiles à mettre en place. Si on cherche un petit peu du côté des solutions un petit peu plus court-termistes qui pourraient faire basculer ces Français qui ont cette prise de conscience environnementale-là, ce qu'on voit dans toutes nos enquêtes, c'est que les incitations financières, c'est ça qui arrive en tête. Quand on leur dit le covoiturage, est-ce que vous êtes prêts ? Oui, mais si on m'incite financièrement, bah oui, j'y suis d'autant plus prêt. Les transports en commun, oui, si c'est gratuit. C'est toujours la motivation financière est importante, tout comme le frein financier de la voiture individuelle devient aussi de plus en plus important. Donc, dans des solutions plus court-termistes, les incitations financières sont extrêmement importantes pour faire basculer ces Français qui veulent avoir un impact, mais pour qui c'est encore très compliqué. Merci. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez poser évidemment vos questions et réagir à ce que vous entendez lors de cette conférence. Est-ce qu'on ne pourrait pas mieux piloter nos déplacements aussi pour réduire bien notre impact et aussi nos coûts? C'est important, vous l'avez dit. Oui, tout à fait, tout à fait. On trouve sur le marché en fait des applications qui permettent de piloter nos déplacements, de mieux comprendre leur impact, d'analyser ces déplacements et puis de les améliorer. C'est par exemple une application qui s'appelle GecoAir qu'on mettra à disposition sur notre intranet Addict. Et cette application, elle permet de suivre l'ensemble de nos trajets. Elle détecte le moyen de déplacement qu'on utilise grâce à le système d'intelligence artificielle et elle nous conseille sur la façon la plus efficace de nous déplacer. Donc c'est un outil assez puissant qui pourrait accompagner les citoyens dans leur déplacement et dans leur volonté de réduire leur impact. On peut comme ça lever les freins tels que le manque de temps ou le manque de connaissances sur les moyens de se déplacer de manière plus durable. Et en fait, je confirme, c'est en combinant plusieurs facteurs et plusieurs éléments qu'on arrivera à modifier les usages. Merci Cécile. Céline ? Oui, pour rebondir sur vos propos et sur les propos d'Alice sur le fait que l'impact environnemental n'est pas suffisant, il y a aussi un accompagnement via la sensibilisation et la preuve. Et dans les dispositifs aujourd'hui au Crédit Agricole auprès des collaborateurs, on a lancé des ateliers fresques du climat et on leur propose de réaliser leur propre empreinte carbone. Et ça leur permet de mesurer l'impact du transport dans leur empreinte personnelle. C'est aussi des leviers importants par rapport à ça, la sensibilisation, la preuve. Merci beaucoup. On va prendre vos questions dans quelques instants, juste après ce jingle. Comme ça, vous allez pouvoir y répondre, mesdames. De retour donc pour notre session questions-réponses ensemble. Première question. Alors, d'abord, je vais interroger peut-être Aurélie. Comment peut-on prendre en compte les zones à faible émission dans les mesures proposées ? Alors, au niveau des zones à faible émission, déjà, il faut comprendre qui est le plus impacté justement par ces mesures. Et bien, ce sont les foyers qui ont principalement des faibles revenus. Donc, à partir de là, Keolis travaille en collaboration avec Citral Mobilité, le syndicat des transports de la mobilité lyonnais, pour notamment aborder deux éléments. Le premier, c'est adapter l'offre de transport. Donc là, c'est proposer une offre de transport avec des horaires, une fréquence, des lignes et des itinéraires qui correspondent réellement aux nouveaux besoins impactés par les zones à faible émission. C'est également proposer au final une grille tarifaire qui soit accessible, notamment peut-être une tarification solidaire, justement pour venir aux besoins ceux qui ont le plus de besoins. Après, cette question, elle se pose aussi pour nos salariés en interne, parce que par exemple, nos conducteurs commencent à 4h du matin et finissent à 2h du matin. Et donc là aussi, il faut les accompagner, peut-être en proposant un forfait mobilité durable, en mettant à disposition, par exemple, des vélos électriques également pour faire ce type de trajet. Céline ?
Côté Crédit Agricole, il existe aussi des offres, parce que des fois la voiture est incontournable, pour pouvoir s'équiper avec un véhicule moins émissif, avec des taux réduits, que ce soit pour nos clients ou nos collaborateurs. Aujourd'hui, il y a ces dispositifs qui existent aussi. Et puis, dans le cadre de notre Banque du Tourisme, on a un partenariat avec e-bike qui permet à nos clients professionnels du tourisme d'accéder à une offre de location de vélos pour leurs propres clients, pour un tourisme plus responsable. Tout ça, ce sont des dispositifs qui permettent de valoriser ces moyens de transport. Merci à toutes les deux. Allez, une deuxième question concernant les déplacements des intérimaires, qui est le cœur d'activité de notre groupe ADECO. Est-ce que des mesures sont mises en place pour eux, Cécile ? Alors, oui, j'ai déjà évoqué tout à l'heure le dispositif de covoiturage qui leur est ouvert, mais on est toujours dans la même philosophie qui nous meut, c'est offrir une palette de solutions qui répondent à chacun des besoins, à chacune des situations et à chacune des contextes professionnels ou géographiques. Il faut préciser que la mobilité des intérimaires, c'est un sujet crucial pour nos agences, pour nos clients, pour eux. On a fait une enquête au printemps dernier qui montrait que c'était un des éléments majeurs de refus de prise de poste. La difficulté de se déplacer pour aller dans l'entreprise dans laquelle on est délégué. Donc on a décidé de travailler ce sujet de la mobilité et forcément en travaillant la mobilité, on travaille la mobilité durable, la mobilité douce. Donc on va mettre en place, notre objectif c'est de mettre en place un catalogue d'offres qui aura vraiment plusieurs dimensions, plusieurs palettes. C'est par exemple mettre en place des navettes à la demande. Il y a un test qui est en cours avec la navette de Cornouailles. C'est par exemple fluidifier l'information sur les plateformes de mobilité solidaire et accompagner non seulement les collaborateurs intérimaires, mais les agences dans leur connaissance de ces dispositifs. Et in fine, on considère que la mobilité, finalement, c'est une compétence à acquérir, une compétence qui n'est pas innée, qui doit être acquise, et on va proposer à nos collaborateurs intérimaires, pour ceux qui ont une intensité d'emploi la plus forte, d'avoir une formation à cette compétence, donc une formation à l'utilisation du moyen de transport qui est le plus adapté à leur contexte. On a en ce moment un test qui est en cours en Auvergne-Rhône-Alpes avec un réseau associatif qui s'appelle Mobine et qui fédère l'ensemble des acteurs de la mobilité durable et avec un de nos sites on-site. Merci. Autre question, tu vas avoir beaucoup de questions, Cécile, c'est normal, de nos collaborateurs. À quand le crédit mobilité pour tous les véhicules société chez ADECO ? Alors, effectivement, c'est une question qui revient assez fréquemment ces dernières semaines, ces derniers temps. Le crédit mobilité, pour l'instant, il est réservé à nos collaborateurs qui ont une voiture de fonction statutaire. Mais il existe des voitures de fonction qui ne sont pas liées au statut de la personne, du collaborateur, mais à leur métier. Et initialement, on avait décidé de les exclure pour faire une sorte de test, pour voir comment ça allait marcher. Et effectivement, on a énormément de demandes qui émanent le plus fréquemment de personnes qui sont dans des villes et qui aimeraient bien transformer leur voiture de société en une allocation. Et donc, on a en projet d'étendre, mais c'est en projet pour l'instant, c'est pas encore ni validé, ni évalué dans l'impact que ça pourrait avoir, mais on a en projet de le proposer à 400 collaborateurs qui ont une voiture de fonction liée à leur métier. Merci. Une question à laquelle vous allez pouvoir peut-être tout ou presque répondre. À quand plus d'avantages pour ceux qui n'utilisent plus du tout la voiture pour se rendre au travail et qui n'utilisent que le vélo ?
ou encore la marche à pied. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Les avantages pour ceux qui n'utilisent plus du tout la voiture. Il y a déjà un bel avantage qui est la santé, parce que la marche à pied, déjà, on travaille pour soi-même, et pour sa propre santé. C'est aussi un bel outil pour déconnecter aussi, de marcher un petit peu le soir en rentrant. C'est juste déjà un bénéfice personnel qui est important. Aurélie ? Je pense que déjà pour soi, il y a des impacts financiers, déjà dans un premier temps, et aussi une conscience en soi, de l'impression d'être fier, en tout cas, d'avoir une mobilité qui soit durable et aussi décarbonée. J'imagine que la question était peut-être aussi un peu pour dire est-ce que les entreprises peuvent valoriser ça, mais après, est-ce que c'est peut-être trop général aussi en fonction des PME, TPE ou des grosses entreprises. C'est déjà le cas avec le forfait mobilité durable. Outre le fait que les entreprises, et nous particulièrement chez Adecco, prenons en charge une partie 70% chez Adecco, par exemple, du remboursement, enfin du coût des transports en commun. Il y a aussi cette allocation de mobilité durable qui permet de financer. On peut s'acheter un casque de vélo, on peut faire réparer son vélo, on peut, quand on a une allocation, participer à l'achat d'un vélo même, donc financer les transports en commun. Donc oui, cette allocation est déjà un avantage, un bonus donné à ceux qui n'utilisent plus leur voiture. Mais encore une fois, attention, ça n'est pas possible partout. On a beaucoup de collaborateurs qui sont dans des zones rurales et qui aimeraient bien pouvoir s'engager dans cette mobilité douce, mais qui ne peuvent pas par manque d'équipement et par manque d'infrastructures sur l'ensemble du territoire. Merci, tu gardes la main parce qu'il y a une autre question. Quelle est la part des émissions CO2 liées au transport en avion par rapport au transport en voiture chez Adecco ? C'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'avion. On n'a pas parlé de l'avion. Alors, l'avion, honnêtement, je n'ai pas le chiffre là, comme ça, en tête. En revanche, les émissions liées, dans notre bilan carbone, les émissions liées à la mobilité représentent une part majeure, si ce n'est la plus importante, je dirais la deuxième après nos achats, mais la deuxième part la plus importante de nos émissions de gaz à effet de serre. Ce que je peux dire, c'est qu'on s'est attaché à avoir une politique voyage qui soit restrictive pour limiter cette part avec la règle des 4 heures. Donc un trajet qui peut être effectué en 4 heures en train doit être effectué en train et pas en avion. On envisage même d'augmenter un petit peu ce seuil pour réduire encore cette part, mais je vous avoue que je n'ai pas en tête le chiffre spécifiquement lié à l'avion. Mais je le mettrai dans le chat cet après-midi. Bah oui, avec plaisir. Justement, est-ce qu'une politique voyage autour de la RSE est envisagée ? C'est déjà le cas, mais est-ce qu'il y a des développements, j'imagine ? C'est le cas, effectivement. Elle est en place et tout ce que je vous ai cité là, tout ce qu'on met en place en termes de FMD, en termes de crédit mobilité, en termes de verdissement de notre parc auto qui est en cours et qui est effectif, contribue à consolider cette politique voyage et est une part essentielle de notre stratégie environnementale. Merci Cécile. Une question d'un ou d'une de nos collègues de chez LHH, donc qui fait partie du groupe Adecco. J'aimerais participer à une fresque du climat et ou atelier d'automne. Est-ce prévu et quand ? Merci. Alors, nous en avions une hier qui s'est tenue sur notre site lyonnais, qui était proposée à l'ensemble des collaborateurs de la région à proximité de Lyon. À destination des LHH, du coup ? À destination de l'ensemble des collaborateurs du groupe. Maintenant, pour s'inscrire seul ou en équipe, parce que c'est les fresques du climat, vous le disiez Céline, c'est aussi un moment de partage en équipe très très fort. Il suffit de m'envoyer un petit mot ou d'envoyer un petit mot à l'équipe formation qui nous accompagne et il y a des sessions qui sont prévues
pour multiplier ces actions de sensibilisation qui, moi aussi, me semblent vraiment essentielles pour pouvoir engager les collaborateurs, on a formé 10 animateurs internes et qui sont chargés de dispenser ces animations et de former. Du coup, notre objectif pour cette année, c'est de former 500 personnes et on fera autant l'année prochaine de façon à ce que petit à petit, l'ensemble des collaborateurs du groupe ait été sensibilisés non seulement à la fresque du climat, mais après la fresque du climat, c'est indispensable de comprendre comment on peut rebondir, comment on peut agir soi-même. Et donc, on propose un atelier d'automne. Et là aussi, on a 10 collaborateurs qui sont formés comme animateurs et qui pourront dispenser l'atelier d'automne à tous ceux qui en font la demande. Je rebondis du coup sur Oui, bien sûr. Ouais. Chez Keolis Lyon, en tout cas, on est persuadé que de sensibiliser les salariés à la fresque du climat, mais aussi aux enjeux climatiques, c'est quelque chose qui va nous permettre d'avancer. Et donc, un peu sous le même format, on a organisé un réseau de fresqueurs internes pour justement délivrer ces formations avec un petit module à la fin vraiment adapté à l'entreprise et donc au transport en commun. Et pour l'instant, c'est une vraie réussite. Il faut mettre en mouvement. L'idée, c'est de mettre en mouvement, et c'est ça le nerf du sujet, mettre en mouvement, et c'est pas au pouvoir public, au collectif, c'est moi, qu'est-ce que je fais et comment je me mets en mouvement en tant que collaborateur. C'est essentiel dans cette transition à engager. D'autant que ce que disait Alice, c'est que l'envie est là chez les Français. Oui, elle est là, donc effectivement, il faut débloquer des freins qui existent, mais la prise de conscience, elle est encore plus loin, avec effectivement la fresque du climat. C'est quelque chose qui est important, puisqu'on donne des chiffres, des faits, c'est quelque chose qui est très dépassionné quelque part. Donc c'est important, ça permet de lever des freins qui peuvent subsister et qui peuvent donner envie d'aller plus loin et envie de faire encore plus d'efforts, puisqu'ils ont déjà le sentiment d'en faire un certain nombre. Oui, pour rebondir sur cette envie, à la fin de la fresque du climat, nous aussi, on a un module adapté et qui permet de nous centrer sur notre stratégie environnementale et sur nos contraintes et nos métiers et notre façon de faire. Et on demande aux collaborateurs leurs idées, parce que elles doivent pas être construites en laboratoire, elles doivent émerger du terrain. Et donc on prend les idées et ça nous sert à nourrir le futur de notre stratégie environnementale. Merci. Une autre petite question qui est aussi plutôt une remarque. Les retards, annulations plus que fréquents que l'on peut rencontrer dans l'utilisation des transports en commun ne facilitent pas la démarche. Dommage que nos réseaux donc, de transports en commun ne soient pas plus fiables. Certains collaborateurs ne peuvent pas se permettre 5 ou 10 minutes de retard plusieurs fois par semaine. Alors là, les entreprises n'y peuvent pas forcément grand-chose, mais est-ce que ça revient dans ce que vous constatez, le ras-le-bol des transports? Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure. Absolument, je l'ai pas évoqué, j'ai évoqué d'autres freins, mais ça fait évidemment partie des premiers freins pour ceux qui ont accès au transport en commun. C'est une chose, mais les horaires, ça ne fonctionne pas toujours. Les retards, effectivement, être en retard le matin en allant au boulot et être en retard le soir en allant chercher ses enfants, ça fait beaucoup. Et effectivement, c'est quelque chose qui revient, qui est extrêmement important. À la fois la régularité des transports et puis la fréquence, etc. La régularité, la ponctualité, le confort à bord aussi, c'est-à-dire avoir une offre de transport qui soit adaptée au nombre de personnes qui veulent les prendre, effectivement. Merci. Alors, encore une question. À quand des transports en commun complètement décarbonés? Alors là, la question à 1 000 €. Non, mais pourquoi pas? Enfin, on peut aussi se projeter. Hein. C'est vrai que finalement, ça peut aller vite aussi, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, la transition énergétique, en tout cas, a déjà débuté au niveau des transports en commun. Avec sur le territoire lyonnais, je vais parler avec des bus électriques, des bus hydrogène également. Et donc ça va continuer en tout cas à se développer dans les années à venir. Après, la politique de transport en commun, elle est vraiment décidée au niveau de la métropole de Lyon et avec évidemment en appui l'exploitant. Mais c'est quelque chose qui se décide évidemment au niveau de la métropole de Lyon et au niveau des syndicats des transports. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que la transition énergétique, elle a déjà débuté. Elle a même été anticipée pour le territoire lyonnais. Et évidemment, ça va ne faire que s'améliorer dans les années à venir. Merci beaucoup d'avoir répondu donc, pour la métropole de Lyon. Est-ce qu'on peut prévoir, c'est reparti pour Adéco Cécile, avec une question très intéressante. Est-ce qu'on peut prévoir des voitures de service de type électrique sur
sur les sites du type siège DODZ? Est-ce que ça sera envisageable pour permettre aux fonctions qui ont des mobilités et lieux de travail variables, alors là on ne me facilite pas la vie avec les acronymes, mais je vais essayer de tous les dire, DODZ, ADZ, RPRO, CPS, consultant recrutement, CDI, de pouvoir réduire leur empreinte carbone aussi souvent que possible? Une question. Écoute, pour l'instant, c'est quelque chose qui n'est pas mis en place, mais effectivement, on réfléchit à de l'autopartage. On a déjà une stratégie de verdissement du parc auto au fur et à mesure du renouvellement. Et juste pour citer un chiffre, en 2022, on est à 45% de véhicules hybrides ou électriques dans les nouvelles commandes. Donc on est déjà dans cette stratégie de verdissement du parc auto, nous aussi. Maintenant, effectivement, il y a des solutions d'autopartage qu'on pourrait, c'est une des solutions, une des pistes à explorer. Reste à savoir comment on gère ces stocks, où et qui s'en occupe dans les DODZ, comment on les met à disposition. Donc voilà, c'est un écosystème complet à étudier, mais oui, c'est une piste à étudier et merci beaucoup. Et le verdissement du parc auto, si vous voulez en dire un mot aussi, est-ce que ça vous concerne? Est-ce que c'est quelque chose qui revient chez les collaborateurs? Oui, nous, ça y est, on sera d'ici la fin d'année, je crois que c'est fin 2023, à 100% de véhicules électriques dans notre flotte d'entreprise. Mais pour autant, on a aussi des besoins parfois d'aller loin, et aujourd'hui, les véhicules électriques ne permettent pas dans les flottes. Donc c'est pareil, c'est la location, c'est comment j'utilise différemment. Quand on parle chez le particulier ou les collaborateurs, mais c'est aussi dans les entreprises, comment j'utilise différemment ces différentes solutions d'automobile, quelque part en fonction des besoins. Je pense qu'il y a un partage, entre guillemets, de l'auto qui doit se faire et qui doit s'installer. Tout à fait. Si je peux juste rebondir sur ce que vous dites, Céline. Nous aussi, on a des profils de rouleurs différents et on a mis en place 3 profils types qui permettent qui définissent en fait le type de véhicule attribué à tel profil, parce qu'on a des collaborateurs qui utilisent énormément leur véhicule, qui font d'énormes distances, et du coup le véhicule électrique, pour le moment, hélas, mais ça va s'améliorer au fil des années, je l'espère, mais pour le moment, n'est pas pertinent. Donc on a encore une flotte traditionnelle, thermique, mais on essaye, quand le profil de la personne s'y prête, de basculer vers l'hybride électrique. Et en complément, alors pour Keolis, nous on est vraiment sur le territoire lyonnais avec une quinzaine de sites. Il y a évidemment le verdissement au final du parc auto, mais c'est aussi, on réfléchit pour peut-être diminuer le nombre de voitures pour s'orienter plutôt vers des vélos électriques et également des vélos cargo quand on a besoin de transporter un petit peu de matériel, mais ça reste sur le territoire lyonnais. Merci beaucoup pour votre éclairage, vos témoignages à toutes les 4 d'avoir participé à cette conférence. On l'a bien compris, les entreprises ont conscience des freins et des difficultés liées à la mobilité de leurs collaborateurs et collaboratrices, mais grâce à des engagements, des innovations, des nouveaux modes de transport, on vient d'en parler, on arrive toutes et tous, normalement, de plus en plus à se déplacer autrement qu'avec un véhicule. Et puis on voit aussi à travers vos échanges que c'est important de travailler ensemble, entreprises, collectivités et usagers, pour trouver des solutions pérennes. Le mot de la fin, mesdames, on va faire un petit tour de table avec votre conclusion à chacune. On commence avec vous, Aurélie. Ça vous va? Oui, alors nous, notre objectif au final, c'est de rendre fiers de prendre les transports en commun. Il faut passer du voyage subi, comme on disait, au voyage choisi, et être fier, et en tout cas avoir conscience qu'on est acteur de la transition écologique. Merci. Céline? Pour moi, c'est des modes alternatifs et qui sont synonymes de santé quand on peut privilégier des modes doux de transport. Donc, il faut favoriser ces initiatives-là, en tout cas. Cécile? Alors, moi, de mon côté, je rebondis sur le mot de la fin de Céline. Effectivement, la mobilité, c'est un des éléments qui peuvent contribuer au bien-être au travail des collaborateurs. Donc, c'est indispensable de travailler ce sujet et de s'attacher à la multiplicité des situations. Mais au passage, les déplacements, c'est aussi un des postes essentiels de notre bilan de gaz à effet de serre. Et du coup, travailler ce poste, c'est aussi nous permettre de remplir nos engagements, à savoir avoir réduit de 50% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030.
Merci. Enfin, Alice. Moi, je voudrais réalerter un petit peu sur le fait que les mobilités, on l'a vu, sont déjà un vrai sujet de fracture dans la population française. Il y a un certain nombre de fractures, on parle des fractures françaises. Pour moi, aujourd'hui, ça en est un, avec d'une part, pour schématiser un petit peu ceux qui peuvent changer, ceux qui ont envie, mais surtout qui peuvent, pour qui c'est facile, et d'autre part, ceux pour qui c'est difficile, qui auraient la volonté, mais c'est difficile, et qui, en plus, aujourd'hui, peuvent avoir le sentiment d'être un petit peu pointés du doigt comme les mauvais élèves de la bande, alors qu'en fait, c'est juste aussi un sujet de solution et de possibilités. Donc je pense que c'est un sujet qui mérite aussi d'être un petit peu dépassionné. On voit que c'est un sujet qui peut provoquer des réactions assez épidermiques. On le voit par exemple sur les débats autour des ZFE. C'est vrai que c'est souvent des débats assez passionnés. On voit qu'il y a de plus en plus d'altercations entre automobilistes, cyclistes, etc. Donc c'est un sujet qui mérite d'être un petit peu dépassionné. Et je trouve que les solutions qui sont évoquées à la fois par Aurélie et puis par Céline sont intéressantes de détourner un petit peu le regard, de parler de santé, parler de déconnexion, parler de fierté, prendre les transports en commun, aller sur des leviers un petit peu plus symboliques peut permettre aussi de dépassionner ce sujet-là et de donner des motivations un petit peu différentes. Merci beaucoup Alice et merci à toutes les quatre d'avoir été avec nous. Merci pour vos témoignages, merci à vous pour toutes vos questions. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Vous pouvez retrouver ce replay sur notre réseau interne Addict. Et je vous souhaite à tous, on vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. À bientôt.